Tu es bien installé, a demandé Kevin, qui traînait près du fauteuil. Il m'a embrassé sur le front, un baiser rapide et obligatoire qui a à peine effleuré ma peau, et a disparu par la double porte. C'est alors que l'infirmière a dit, vous méritez de savoir ce que fait votre mari pendant que vous dormez. J'ai paniqué. Le centre de perfusion sentait l'antiseptique et la peur. Je me suis installé dans le fauteuil inclinable près de la fenêtre, regardant l'infirmière attacher la ligne 4 à mon cathéter. Le liquide froid a commencé sa progression dans mes veines, et j'ai fermé les yeux contre la nausée familière qui montait déjà dans ma gorge. C'était ma réalité maintenant. Toutes les quelques semaines, assise dans ce fauteuil pendant des heures pendant que du poison s'égouttait dans mon corps, tuant les cellules cancéreuses et emportant des morceaux de moi avec elles. Tu es bien installé, a demandé Kevin, qui traînait près du fauteuil. Son téléphone a vibré dans sa main, et il y a jeté un coup d'œil avant de me regarder avec ce que je pensais être de l'inquiétude. L'écran a illuminé son visage dans la pièce sombre, et j'ai remarqué avec quelle rapidité il l'a détourné. Je vais bien, ai-je chuchoté, la gorge déjà sèche à cause des prémédications. Tu peux attendre dans le hall si tu veux. Ça prend une éternité. Un éclair de soulagement a traversé son visage si rapidement que je l'ai presque manqué. Tu es sûr? Je peux rester si tu as besoin de moi. Va. Je t'enverrai un message quand j'aurai presque fini. Il m'a embrassé sur le front. Un baiser rapide et obligatoire qui a à peine effleuré ma peau et a disparu par la double porte. Je l'ai regardé partir, me disant que j'étais reconnaissante d'avoir quelqu'un qui me conduisait ici. La femme dans le fauteuil à côté du mien n'avait même pas ça. Sa fille l'avait déposé et avait promis de revenir plus tard, la laissant seule avec des étrangers et le goutte-à-goutte constant de la chimiothérapie. Les heures s'écoulaient lentement comme toujours. J'entrais et sortais d'un sommeil chimique, me réveillant périodiquement au bip de la pompe à perfusion, ou aux voix douces des infirmières vérifiant les constantes vitales. Par la fenêtre, je pouvais voir le parking en contrebas, le soleil de l'après-midi projetant de longues ombres sur l'asphalte. Les voitures allaient et venaient. Les gens entraient et sortaient du bâtiment, vivant leur vie normale pendant que j'étais assise ici à me battre pour la mienne. Mon nom est Claire et ceci est mon histoire de vengeance. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de laisser un commentaire avec la ville d'où vous regardez. Cela m'aide vraiment à vous apporter plus d'histoire. Vers ce qui semblait être la moitié du temps, j'ai remarqué Kevin par la fenêtre. Il se tenait près de sa voiture, appuyé contre la portière côté conducteur, son téléphone pressé contre son oreille. Il souriait vraiment, en parlant à la personne à l'autre bout du fil. Toute sa posture était détendue, animée, rien à voir avec l'homme tendu et mal à l'aise qui m'avait accompagné dans ce bâtiment. Je l'ai regardé rire de quelque chose que l'interlocuteur a dit, je l'ai regardé passer sa main dans ses cheveux comme il le faisait quand nous avons commencé à sortir ensemble, et qu'il essayait de m'impressionner. Puis il a raccroché et est resté là un moment, fixant son téléphone avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Pas inquiet, pas triste, presque excité. Quand le traitement s'est enfin terminé, Kevin est apparu juste à l'heure. Il m'a aidé à monter dans la voiture, sa main sur mon coude, me guidant comme si j'étais en verre. Sur le chemin du retour, il a parlé de sa journée, quelque chose à propos d'une date limite de projet, un client difficile, des chiffres qui ne correspondaient pas. J'ai laissé ses paroles me submerger, trop épuisé pour répondre, trop concentré pour ne pas vomir dans sa voiture immaculée. À la maison, je me suis effondré sur le canapé. Kevin m'a apporté de l'eau et des crackers, puis s'est retiré dans son bureau à domicile. J'ai entendu la porte se fermer, puis le faible murmure de sa voix. Un appel professionnel, probablement. Ou peut-être pas. J'ai repoussé cette pensée, me détestant de l'avoir même eue, d'être suspicieuse alors qu'il était là à prendre soin de moi. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La nausée m'avait piégé quelque part entre l'éveil et l'inconscience. Mon corps rejetant tout pendant que mon esprit tournait en rond. À travers les murs, j'ai de nouveau entendu la voix de Kevin, plus douce maintenant, presque tendre. Un rire, le genre de rire discret que l'on fait quand on ne veut pas être entendu. Je me suis dit que c'était une vidéo, un podcast, n'importe quoi d'autre que ce à quoi ça ressemblait. Quelque chose avait changé en moi ce jour-là. Je ne pouvais pas encore le nommer. Je ne pouvais même pas le reconnaître pleinement. Je savais juste que lors de ma prochaine séance, je ferais plus attention. Je l'observerais comme il ne pensait pas que quelqu'un l'observait. La deuxième séance a commencé de la même manière. Kevin me conduisant là-bas en silence,
moi regardant par la fenêtre les rues grises de Seattle, la pluie striant la vitre. Mais cette fois, je n'étais pas perdu dans ma propre misère. Je l'observais. L'observais vraiment. Son téléphone était posé dans le porte-gobelet entre nous, écran vers le bas. Il a vibré 2 fois pendant le trajet, et les 2 fois sa main s'est précipitée pour le saisir avant que je puisse voir qui appelait. Il a rejeté les appels sans regarder, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur la route. Important, ai-je demandé, gardant ma voix désinvolte. Du spam, a-t-il dit rapidement. Trop rapidement. Tu sais ce que c'est. Probablement quelqu'un qui essaie de me vendre une assurance auto. Au centre, il m'a accompagné à l'intérieur, m'a installé dans le fauteuil, puis m'a fait ce même sourire d'excuse que j'avais vu tant de fois maintenant. Je serai juste dehors si tu as besoin de moi. Envoie juste un message. J'ai hoché la tête et il est parti. À travers la grande fenêtre qui séparait la salle de perfusion de la salle d'attente, je l'ai observé. Il ne s'est assis sur aucune des chaises. Au lieu de cela, il a fait les 100 pas près des ascenseurs, son téléphone pressé contre son oreille, sa main libre gesticulant pendant qu'il parlait. Il souriait à nouveau. Souriait vraiment. Pendant que j'étais assis ici avec du poison s'égouttant dans mes veines, pendant que mon corps menait une guerre que je n'étais pas sûr de pouvoir gagner. Première fois, a demandé une voix. Je me suis tourné pour trouver une infirmière plus âgée debout à côté de mon fauteuil, ajustant ma ligne 4. Son badge indiquait Linda, et ses yeux étaient gentils mais vifs, comme si elle avait trop vu pour être dupée par quoi que ce soit. De profondes rides sillonnaient son visage et ses cheveux gris étaient tirés en un chignon soigné. Non, ai-je dit, je fais ça depuis un moment maintenant. Votre mari vient toujours avec vous? Elle l'a demandé nonchalamment, mais quelque chose dans son ton m'a fait la regarder plus attentivement. Oui, il est très attentionné. L'expression de Linda n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Le doute, peut-être, ou la pitié. Elle a fini avec ma ligne et est passée au patient suivant, me laissant seul avec mes pensées et le bip constant de la pompe à perfusion. Les heures s'écoulaient lentement. Je me suis assoupi un moment, me réveillant au son de voix dans le couloir. À travers la porte entr'ouverte, je pouvais voir Kevin parler à quelqu'un. Une jeune femme en blouse avec des cheveux sombres attachés en queue de cheval. Elle riait de quelque chose qu'il disait, sa main touchant son bras dans un geste qui semblait bien trop familier pour des étrangers. Je me suis redressé, essayant d'avoir une meilleure vue, mais ils avaient déjà disparu. Mon cœur battait la chamade maintenant, ma bouche sèche de quelque chose d'autre que les effets secondaires des médicaments. Quand Kevin est venu me chercher plus tard, j'ai remarqué des choses que j'avais manquées auparavant. Son eau de Cologne était plus forte que ce matin-là, comme s'il en avait remis. Il y avait une tache de café sur sa chemise qui n'était pas là quand nous avons quitté la maison. Et quand il m'a aidé à monter dans la voiture, son téléphone a vibré dans sa poche et il l'a complètement ignoré, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé alors que nous quittions le parking. Comme d'habitude, ai-je dit en observant son visage. Comment était la salle d'attente? Ennuyeuse. Il a gardé les yeux sur la route. Je suis allé me promener, j'ai pris un café dans cet endroit au bout de la rue. Tu sais, celui avec le bon expresso. Cette nuit-là, j'ai trouvé le reçu dans la poche de sa veste en faisant la lessive. Le café provenait d'un café du centre-ville, loin de l'hôpital, un café qui était à au moins 30 minutes de route de l'endroit où je recevais mon traitement. Et il y avait 2 boissons sur la commande, un expresso, un latte à la vanille. Je suis resté dans notre buanderie, tenant ce reçu froissé dans mes mains tremblantes, sentant mon monde basculer. Peut-être qu'il a rencontré un ami. Peut-être qu'il a acheté un café pour quelqu'un au travail. Peut-être qu'il y avait une explication parfaitement raisonnable à la raison pour laquelle il avait menti sur l'endroit où il était allé. Mais au fond de moi, dans la partie de moi qui avait observé, remarqué et collecté ces petits morceaux de preuves, je connaissais déjà la vérité. Je n'étais tout simplement pas prête à y faire face. Pas quand j'étais si malade, si vulnérable, si dépendante de lui pour tout. Linda travaillait au centre de perfusion depuis plus longtemps que la plupart des médecins n'exerçaient. Elle avait commencé comme jeune diplômée en soins infirmiers, pleine d'espoir et d'énergie, et s'était vue vieillir dans le reflet de l'armoire à pharmacie, avait vu ses cheveux grisonner pendant qu'elle s'occupait de patients qui allaient et venaient, certains survivants, d'autres non. Elle avait tout vu au fil des décennies. Des patients qui se battaient jusqu'à leur dernier souffle, des familles qui s'effondraient sous la pression de la maladie, des conjoints qui ne supportaient pas le poids des soins et disparaissaient tout simplement.
Elle avait appris à rester professionnelle, à garder des limites entre elle et la vie personnelle des patients, à faire son travail et à rentrer chez elle sans porter le poids de la tragédie de tout le monde. Mais quelque chose chez Claire la dérangeait d'une manière qu'elle ne pouvait pas ignorer. Cela a commencé lors de la deuxième visite de Claire, lorsque Linda a remarqué le comportement du mari. La façon dont il faisait les 100 pas dans la salle d'attente, toujours au téléphone, la façon dont il partait pour de longues périodes, revenant en sentant la cigarette et le parfum. Subtil. Mais le nez de Linda était affûté après des années à détecter les infections et les maladies. La façon dont ses yeux s'illuminaient quand il parlait à quelqu'un, n'importe qui, sauf sa femme, allongée dans ce fauteuil, luttant pour sa vie. Puis il y avait Jessica, la jeune infirmière qui avait commencé au centre il n'y a pas longtemps. Jolie, pétillante, riant toujours à des blagues qui n'étaient pas si drôles. Linda l'avait remarqué parler au mari de Claire dans le couloir plus d'une fois, se tenant trop près, touchant son bras quand elle riait, tout son langage corporel criant l'intérêt. Linda a d'abord essayé de l'ignorer. Ce n'était pas ses affaires. Les mariages étaient compliqués, et qui était-elle pour juger comment les gens géraient le stress du traitement contre le cancer? Peut-être qu'ils étaient de vieux amis. Peut-être que Jessica était juste amicale et que Linda lisait trop dans des interactions innocentes. Mais lors de la séance suivante de Claire, Linda a regardé le mari partir à nouveau, et cette fois elle l'a suivi des yeux. Il a descendu le couloir vers les escaliers qui menaient au parking, se déplaçant rapidement comme s'il avait un rendez-vous. Et peu de temps après, Jessica s'est éclipsée de la salle de repos, se dirigeant dans la même direction, regardant par-dessus son épaule comme si elle ne voulait pas être vue. Linda a regardé Claire, qui somnolait dans son fauteuil, épuisée par le traitement. Sa peau était pâle, son corps frêle, menant une bataille qui nécessitait chaque once de force qui lui restait. Et son mari était quoi? En train d'avoir une liaison. Avec une infirmière qui devrait savoir qu'il ne faut pas s'impliquer avec le membre de la famille d'un patient. Les mains de Linda tremblaient alors qu'elle vérifiait les constantes vitales de Claire, ajustant le brassard de tensiomètre et regardant les chiffres grimper plus haut qu'ils ne le devraient. Le stress, la peur, le corps répondant à quelque chose que l'esprit n'avait pas encore pleinement accepté. Elle voulait dire quelque chose, avertir Claire. Mais si elle se trompait? Et si cela détruisait cette femme alors qu'elle était déjà à son plus faible? Et si connaître la vérité la faisait abandonner le traitement? La faisait cesser de se battre? Linda a décidé d'attendre, de recueillir plus de preuves avant de faire quoi que ce soit qui pourrait briser le monde de Claire. Mais le poids du secret pesait lourd sur sa poitrine, rendant la respiration difficile, la suivant chez elle la nuit et la tenant éveillée. Cet après-midi-là, alors que Linda terminait son service, elle est sortie vers sa voiture dans le parking. C'est là qu'elle les a vus ensemble. Kevin appuyé contre sa voiture, Jessica debout devant lui, sa main sur sa poitrine. Ils ne s'embrassaient pas, mais c'était tout comme. L'intimité entre eux était évidente, indéniable, le genre de proximité qui ne vient que de la familiarité physique. Linda est restée figée derrière un pilier en béton, regardant Jessica rire et Kevin sourire alors qu'ils parlaient à voix basse qu'elle ne pouvait pas entendre. Elle l'a vu vérifier sa montre, l'a vu se pencher et murmurer quelque chose qui a fait rougir et hocher la tête à Jessica. La retraite de Linda approchait, plus que quelques semaines. Elle s'était promis de partir sans drame, sans s'impliquer dans des choses qui ne la concernaient pas, sans porter plus de poids qu'elle n'en avait déjà après toutes ces années. Mais alors qu'elle regardait Jessica s'éloigner et Kevin sortir son téléphone, probablement pour envoyer un texto à sa femme malade avec une excuse de trafic ou de travail, Linda a su qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse. Certains secrets étaient trop cruels pour être gardés, quelles qu'en soient les conséquences. Tu sais ce que j'ai lu, a dit Kevin un soir, faisant glisser son ordinateur portable sur la table de la cuisine vers moi. Des traitements alternatifs pour le cancer. Des trucs vraiment intéressants. J'ai regardé l'écran. Il montrait un article de blog sur quelqu'un qui aurait guéri son cancer de stade 4 avec des jus et de la méditation. Les photos avant et après ressemblaient étrangement à des personnes différentes, et le site web avait cette qualité lisse et trop parfaite de quelque chose essayant de vendre de l'espoir. Les médecins ont un plan, ai-je dit prudemment, repoussant l'ordinateur portable vers lui. Ça fonctionne. Les tumeurs rétrécissent. Vraiment? Il s'est penché en avant, son expression sérieuse, concernée, comme s'il essayait de m'aider à voir quelque chose que je manquais. Tu es si malade tout le temps, Claire. La chimio détruit ton corps. Je te reconnais à peine. Peut-être qu'il y a une façon plus douce de faire ça.
Le mot a piqué plus qu'il ne l'avait probablement voulu. Ou peut-être exactement autant qu'il l'avait voulu. J'ai touché ma tête chauve avec gêne, sentant la police là où mes cheveux étaient autrefois. La chimio tue le cancer, ai-je dit, entendant le ton défensif dans ma voix. Ou peut-être qu'elle te tue plus vite. Il a ouvert un autre site web. Celui-ci vendait des compléments qui promettaient de renforcer l'immunité naturellement. Écoute, je ne dis pas d'arrêter complètement le traitement. Juste d'envisager d'ajouter des options naturelles. Donner à ton corps une pause entre les séances. Le laisser récupérer. Tu es si faible en ce moment. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Tu veux que je saute des séances? Pas sauter, juste les espacer davantage. Laisser ton corps récupérer correctement entre les traitements. Sa main a couvert la mienne, chaude et apparemment sincère. Je déteste te voir souffrir comme ça. Chaque fois que nous allons à cet endroit, je te vois empirer. Et s'il y avait un autre moyen? Au cours des jours suivants, il n'a cessé de m'envoyer des articles, des vidéos de personnes affirmant avoir guéri leur cancer par des changements de régime, par la pensée positive, par tout sauf la médecine réelle. Des histoires sur la chimiothérapie causant plus de mal que de bien. Des statistiques sur les taux de survie qui semblaient conçus pour me faire perdre espoir dans le traitement conventionnel. Pense-y, disait-il chaque fois qu'il partageait quelque chose de nouveau. J'essaie seulement d'aider. Je veux que tu ailles mieux, et cela ne semble pas fonctionner assez vite. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à penser à ces paroles. Une partie de moi voulait croire qu'il était juste inquiet, qu'il essayait simplement d'aider de la seule manière qu'il connaissait. Mais une autre partie, une partie qui devenait de plus en plus forte depuis que j'avais trouvé ce reçu de café, depuis que je l'avais vu sourire dans le parking pendant que je souffrais à l'étage, se demandait s'il voulait que j'arrête le traitement pour une raison entièrement différente. La semaine suivante, j'ai failli annuler ma séance. Kevin avait été si persuasif, m'envoyant constamment des articles, me disant que j'avais l'air pire après chaque traitement, suggérant que peut-être mon corps me disait quelque chose. La nausée du dernier traitement ne s'était pas encore complètement estompée, et la pensée de plus de poison dans mes veines me donnait envie de pleurer. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose que mon oncologue avait dit lors de ma première consultation, à l'époque où j'essayais encore de digérer le diagnostic. Le cancer ne se soucie pas si vous êtes fatigué. Il ne prend pas de pause. Il ne négocie pas, et nous non plus si vous voulez le vaincre. Je suis allé à mon rendez-vous. Kevin semblait déçu quand je lui ai dit que je le maintenais, bien qu'il ait essayé de le cacher derrière un masque d'inquiétude bienveillante. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé, ses clés de voiture pendant à sa main. « On pourrait reporter. Te donner une autre semaine pour y réfléchir. »« J'en suis sûr », ai-je dit fermement. Le trajet était tendu. Au centre, le baiser d'adieu de Kevin était encore plus bref que d'habitude, et il s'est pratiquement enfui dans la salle d'attente dès que j'ai été installé dans mon fauteuil. Je l'ai regardé partir par la fenêtre, je l'ai vu sortir son téléphone avant même de s'être assis, j'ai vu le sourire qui a traversé son visage en lisant le message qui venait d'arriver. Linda a préparé ma perfusion avec son efficacité habituelle. Mais je l'ai surprise en train de m'observer avec ses yeux vifs et avisés. « Votre mari n'aime vraiment pas les hôpitaux, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit nonchalamment en ajustant le débit de ma pompe. « Personne n'aime ça », ai-je répondu. « C'est vrai », elle a fait une pause, puis a ajouté doucement. « Mais la plupart des gens tiennent bon pour les personnes qu'ils aiment. Ils trouvent un moyen d'être présents même quand c'est difficile. » Les mots flottaient dans l'air entre nous, lourds d'un sens que je n'étais pas tout à fait prête à déballer. Linda est passée à son patient suivant, me laissant seul avec mes pensées et le goutte-à-goutte constant du médicament qui pourrait me sauver la vie si mon mari arrêtait d'essayer de me convaincre que je n'en avais pas besoin. J'ai dû utiliser les toilettes pendant la perfusion. Le médicament me donnait constamment envie d'y aller, et essayer de me retenir ne faisait qu'empirer les choses. Linda m'a aidé à me déconnecter de la pompe fixe et à passer à une pompe portable, un petit appareil à pile que je pouvais faire rouler à côté de moi sur un pied à perfusion. « Prenez votre temps », a-t-elle dit. Et si vous vous sentez étourdi, il y a un bouton d'appel là-dedans. N'essayez pas de faire la dure. J'ai traversé le couloir en traînant mon pied à perfusion à côté de moi, me sentant comme un fantôme en blouse d'hôpital. Les toilettes se trouvaient de l'autre côté du bâtiment, après la salle d'attente, après les fenêtres qui donnaient sur le parking. C'était une longue marche quand on est si faible, quand chaque pas ressemble à l'ascension d'une montagne. J'étais presque arrivé quand j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et que je les ai vus.
Kevin se tenait près de sa voiture, appuyé contre la portière côté conducteur, et à côté de lui, si près que leur corps se touchaient presque, se trouvait une femme en blouse, les cheveux sombres attachés en queue de cheval. Jeune, jolie, avec ce genre de confiance facile que j'avais avant que le cancer ne me la vole. Alors que je regardais, figé sur place, elle a renversé la tête en arrière et a ri de quelque chose qu'il a dit, sa main se posant sur son bras et y restant, tout son corps incliné vers lui d'une manière qui criait l'intimité. Ma vision s'est rétrécie, le pied à perfusion a vacillé, et je l'ai attrapé pour me stabiliser, mes jointures devenant blanches. Le couloir a basculé sur le côté. Et un instant, j'ai cru que j'allais m'évanouir là, dans le couloir. Mais ensuite, Kevin a reculé, créant un peu de distance entre eux. Et la femme, l'infirmière, s'est retournée et est revenue vers le bâtiment. Il a sorti son téléphone, le parcourant comme si de rien n'était, comme s'il ne venait pas de se tenir là avec une autre femme pendant que sa femme malade était assise à l'étage avec du poison dans les veines. Je suis arrivé aux toilettes d'une manière ou d'une autre, j'ai verrouillé la porte, et je me suis assise sur le siège des toilettes fermées. Mes mains tremblaient si fort que je ne pouvais pas saisir correctement le pied à perfusion. Ça ne pouvait pas être ce que ça semblait être. La chimio me rendait étourdie, confuse, paranoïaque. Peut-être que ce n'était même pas Kevin. Peut-être que c'était quelqu'un qui lui ressemblait. Peut-être que mon esprit me jouait des tours parce que j'avais été méfiante. Parce que j'avais trouvé ce reçu. Parce qu'une partie de moi cherchait des raisons de ne pas lui faire confiance. Je me suis aspergé le visage d'eau froide et je me suis regardé dans le miroir. Mon reflet était celui d'une étrangère, chauve, décharnée, avec des cernes sous les yeux qui me donnaient l'air d'être déjà morte. Pas étonnant qu'il regarde d'autres femmes. Pas étonnant qu'il ne supporte pas d'être dans la même pièce que moi plus de quelques minutes. J'étais un fantôme de ce que j'étais. Au moment où je suis retourné à mon fauteuil, je m'étais presque convaincu que je l'avais imaginé. Linda m'a aidé à reconnecter la pompe. Ses mouvements étaient doux, mais ses yeux étaient inquiets. « Ça va ? Vous avez l'air pâle. » Enfin, plus pâle que d'habitude. Juste étourdi, ai-je dit, sans la regarder dans les yeux. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais elle n'a pas insisté. Au lieu de cela, elle m'a apporté du jus et des crackers et s'est assurée que j'étais à l'aise avant de passer à ses autres patients. Je l'ai regardée travailler, j'ai remarqué la façon dont elle jetait constamment des coups d'œil à la fenêtre, au parking en contrebas, comme si elle surveillait quelque chose. Quand Kevin est venu me chercher plus tard, j'ai scruté son visage à la recherche de signes de culpabilité, de toute indication que j'avais réellement vu ce que je pensais avoir vu. Mais il avait juste l'air fatigué et légèrement agacé, comme toujours après avoir passé des heures à l'hôpital. « Prête à partir ?» a-t-il demandé, m'aidant déjà à sortir du fauteuil avant que je puisse répondre. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Cette nuit-là, j'ai rêvé de parking, d'infirmière aux cheveux noirs, et du rire de mon mari résonnant dans des espaces vides. Quand je me suis réveillé dans l'obscurité, Kevin dormait à côté de moi, son téléphone serré dans sa main, même dans son sommeil. L'écran verrouillé et tourné loin de moi, comme s'il contenait des secrets que je n'étais pas autorisé à connaître. La fête de départ à la retraite de Linda était prévue pour vendredi, mais elle avait déjà commencé le lent processus de dire au revoir. Elle avait travaillé dans ce centre plus longtemps que la plupart des médecins n'exerçaient, et tout le monde voulait lui souhaiter bonne chance, la remercier pour des années de mains sûres et de mots gentils pendant les moments les plus sombres de leur vie. Elle était dans la salle de repos le jeudi après-midi, emballant ses affaires personnelles, des photos de ses petits-enfants, une tasse à café à son nom qu'un patient lui avait donné il y a des années, un pull qu'elle gardait pour quand la climatisation rendait la pièce trop froide. L'espace semblait différent maintenant qu'elle partait, comme si elle faisait déjà partie du passé au lieu du présent. C'est alors qu'elle a entendu des voix dans le couloir. La porte était entr'ouverte juste assez pour que le son passe, et elle les a reconnus immédiatement. Le rire aigu de Jessica, reconnaissable entre mille, et la voix plus grave d'un homme qu'elle avait entendu trop de fois dans la salle d'attente. Les mains de Linda se sont immobilisées sur la boîte qu'elle emballait. Elle devrait fermer la porte, leur donner de l'intimité, s'occuper de ses propres affaires comme elle essayait de le faire. Mais quelque chose l'a fait se figer, l'a fait écouter. « Combien de temps penses-tu encore ?» a demandé Jessica, sa voix baissant jusqu'à un murmure qui, d'une manière ou d'une autre, portait mieux que si elle avait parlé normalement. « Elle parle d'arrêter le traitement », a répondu Kevin. Et Linda pouvait entendre la satisfaction dans sa voix. « Tous ces articles que je lui envoie. Je pense qu'ils fonctionnent. »
Elle a peur de la chimio maintenant. Peur que ça empire les choses. Le sang de Linda se glaça. Elle posa la tasse à café avec précaution, craignant que si elle bougeait trop vite, elle ne se mette à crier. C'est affreux, a dit Jessica, mais son ton ne correspondait pas à ses mots. Elle avait l'air presque excitée, haletante. Je veux dire, si elle arrête la chimio, elle ne s'en sortira pas, le cancer est trop agressif, a terminé Kevin sans embâche. Son oncologue nous l'a dit au début. Sans traitement, elle a peut-être des mois, peut-être moins. Silence. Linda a mis sa main sur sa bouche, sentant la bile monter dans sa gorge. Puis Jessica a repris la parole. Plus doucement maintenant. Intime. Alors, on a juste à attendre. Nous ne faisons rien de mal, a dit Kevin rapidement, comme s'il avait répété cette justification. Je ne la force pas à arrêter. C'est son choix. Je ne fais que fournir des informations, la laisser prendre une décision éclairée. Ce n'est pas mal, n'est-ce pas? Bien sûr que non, a rapidement acquiescé Jessica. Tu es attentionné. Tu recherches des options pour elle. C'est ce que fait un bon mari. Exactement. Kevin avait l'air soulagé. Et après? Après que tout soit fini, nous pourrons être ensemble. Vraiment ensemble. Plus besoin de se cacher. Plus besoin de se faufiler. Nous pourrons faire ce voyage à Hawaï dont tu parles. Nous pourrons avoir une vraie vie. J'ai hâte, a soufflé Jessica. J'ai vraiment hâte. Leurs pas se sont éloignés dans le couloir, se fondant dans le bruit général de l'hôpital. Linda est restée dans la salle de repos, tenant toujours cette tasse à café à son nom, son cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il pourrait lui briser les côtes. Il laissait sa femme mourir. Non, il l'encourageait à mourir, lui envoyant des articles conçus pour lui faire peur du traitement, sapant sa confiance dans les soins médicaux qui pourraient lui sauver la vie, tout ça pour qu'il puisse être avec Jessica sans le désordre et les frais d'un divorce. Linda a posé la tasse avec précaution, craignant que si elle la tenait plus longtemps, elle ne la jette par la fenêtre. Elle était infirmière depuis des décennies. Elle avait vu la mort de près, l'avait regardé emporter les gens lentement et rapidement, avait vu des familles déchirées par la maladie, avait vu le pire de ce que la maladie pouvait faire au corps et à l'esprit humain. Mais elle n'avait jamais rien vu de tel. Cette cruauté calculée, cette patience pendant que quelqu'un attendait que son conjoint cesse simplement d'exister pour qu'il puisse passer à son prochain chapitre. Claire venait demain pour sa prochaine séance. C'était le dernier jour de Linda, son dernier service avant la retraite, avant qu'elle ne quitte cet endroit et toute sa douleur et tous ses secrets. Elle avait moins d'une journée pour décider si elle devait dire à une femme mourante que son mari comptait sur sa mort, si elle devait briser le peu d'espoir et de confiance qu'il restait à Claire ou la laisser garder ses illusions pendant qu'elle se battait pour sa vie. Linda a regardé son reflet dans la fenêtre de la salle de repos, voyant chacune de ses années gravées sur son visage. Elle avait toujours suivi les règles, s'était toujours occupée de ses propres affaires, était toujours restée professionnelle, mais certains secrets étaient trop diaboliques pour être gardés. Mon prochain rendez-vous tombait le dernier jour de Linda. Bien que je ne le savais pas en me réveillant ce matin-là. Je ne savais pas que tout allait changer. Que le sol allait se dérober sous le peu de stabilité qu'il me restait. Kevin avait une réunion, a-t-il dit. Un client important. Impossible de la reporter. Terrible timing. Il se tenait à la porte, déjà habillé pour le travail, sa cravate parfaitement nouée, son expression d'excuse mais ferme. Je suis vraiment désolé, a-t-il dit en vérifiant sa montre. Ce client est crucial pour les chiffres trimestriels. Je ne peux pas le manquer. Peux-tu prendre un VTC? Je l'ai regardé depuis le canapé où j'étais assise depuis 1 heure, essayant de rassembler assez d'énergie pour m'habiller. Un VTC? Ou peut-être que ta mère peut te conduire. Elle l'a déjà proposé. Il attrapait déjà sa mallette. Il partait déjà. Je me rattraperai. Je te le promets. Dîner ce week-end à cet endroit que tu aimes. L'endroit que j'aimais était fermé depuis des mois. Je le lui avais dit, mais j'ai juste hoché la tête. Trop fatigué pour discuter. Trop fatigué pour souligner qu'il n'avait jamais manqué une réunion de travail, mais avait suggéré que je saute des rendez-vous médicaux. D'accord, ai-je chuchoté. Il m'a embrassé sur le front. Ce même geste rapide et obligatoire et il est parti. Je suis resté assise là pendant un long moment après que sa voiture soit sortie de l'allée, fixant le vide, sentant quelque chose de sombre et de certain s'installer dans mes os.
J'ai appelé un VTC. Le chauffeur était gentil, un homme plus âgé avec des photos de ses petits-enfants sur son tableau de bord. Il m'a demandé comment j'allais, a fait une petite conversation douce que j'ai appréciée plus qu'il ne l'imaginait probablement. Il m'a aidé à sortir de la voiture à l'entrée de l'hôpital, et a même proposé de m'accompagner à l'intérieur. Mais je lui ai dit que j'allais bien. Je n'allais pas bien, mais je pouvais encore marcher. Je pouvais encore me battre, même si je devais le faire seul. Le centre de perfusion était bondé ce matin-là. Je me suis enregistré à l'accueil où la réceptionniste m'a salué par mon nom. Après des mois de rendez-vous, nous étions tous devenus des visages familiers les uns pour les autres. Je me suis dirigé vers mon fauteuil habituel près de la fenêtre, celui qui était devenu le mien par la répétition. Linda était déjà là, se préparant pour la journée. Mais elle avait l'air différente, plus âgée peut-être, ou juste fatiguée. Ses mains se déplaçaient mécaniquement à travers les gestes familiers, mais ses yeux étaient ailleurs, distants et troublés. Dernier jour, ai-je dit alors qu'elle préparait mon bras, essayant de faire la conversation. Vous devez être excité. Fini les matins de bonne heure. Oui, a-t-elle dit, mais il n'y avait aucune joie dans sa voix. Aucun soulagement ni aucune anticipation, juste de la lourdeur. Elle a inséré l'aiguille, l'a fixée, et a commencé la perfusion. Puis elle est restée là, me regardant comme si elle essayait de résoudre une équation compliquée, comme si elle luttait avec quelque chose d'interne et perdait. Linda, est-ce que tout va bien? Elle a tiré une chaise, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, et s'est assise à côté de moi. Ses mains étaient jointes fermement sur ses genoux, et je pouvais voir ses jointures blanchir sous la pression. Je dois vous dire quelque chose, a-t-elle finalement dit, sa voix basse pour que les autres patients n'entendent pas, et je ne sais pas si je devrais. J'ai hésité toute la nuit, je n'ai pas dormi, et je ne sais toujours pas si c'est la bonne chose à faire. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, le moniteur à côté de moi bipant plus vite. Qu'est-ce que c'est? Elle m'a regardé un long moment, et je l'ai vu prendre sa décision. Ses épaules se sont redressées, sa mâchoire s'est serrée, et quand elle a repris la parole, sa voix était stable, même si ses yeux étaient humides. Vous méritez de savoir ce que votre mari fait quand vous dormez. Le monde s'est arrêté. Le bip de la pompe à perfusion, le murmure des autres patients, les lumières fluorescentes au-dessus. Tout s'est estompé en un bruit blanc. Il n'y avait que le visage de Linda et ses mots flottant dans l'air entre nous. Impossible et pourtant, d'une certaine manière, attendu. Quoi, ai-je chuchoté, bien qu'une partie de moi le savait déjà. Linda s'est penchée en avant, sa voix baissant encore plus. Il a une liaison avec Jessica, l'une des jeunes infirmières qui travaillait ici. Je les ai vus ensemble dans le parking. J'ai vu la façon dont ils se regardent. Et hier, elle a fait une pause, sa mâchoire se contractant. Hier, je les ai entendus parler. Il essaie de vous faire arrêter le traitement. La pièce a tourné. J'ai agrippé les accoudoirs du fauteuil, sentant le plastique craquer sous mes doigts. Pourquoi ferait-il ça? Mais je n'ai pas pu finir la question. Je ne pouvais pas le dire à voix haute. Parce que si vous arrêtez, vous mourrez, a dit Linda sans détour, sans édulcorer, sans me protéger de la vérité. Votre cancer est agressif. Sans traitement, vous ne vous en sortirez pas. Et alors il pourra être avec elle sans les complications d'un divorce. Je ne pouvais pas parler, pas respirer, pas traiter ce que j'entendais. Les mots flottaient dans l'air entre nous, impossibles et pourtant parfaitement, horriblement logiques. Tout s'est mis en place comme les pièces d'un puzzle que j'avais essayé de ne pas voir. Les articles sur les traitements alternatifs, ses encouragements à sauter des séances, son soulagement chaque fois que je parlais de la difficulté de la chimio, les reçus de café, le parking, l'infirmière aux cheveux noirs que je l'avais vue avec, riant comme si le monde ne s'effondrait pas, je suis désolé, a dit Linda, et sa voix s'est brisée. Des larmes coulaient sur son visage maintenant, et elle ne s'est pas donné la peine de les essuyer. Je sais que ce n'est pas ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Je sais que vous vous battez pour votre vie, et la dernière chose dont vous avez besoin, c'est plus de douleur, plus de stress, mais je ne pouvais pas prendre ma retraite en sachant que j'étais restée silencieuse. Je ne pouvais pas partir et vous laisser lui faire confiance alors qu'il... Elle s'est arrêtée, mettant sa main sur sa bouche, alors qu'il compte sur votre mort. J'ai regardé la ligne 4 dans mon bras, regardant le liquide clair s'égoutter régulièrement dans mes veines. Ce médicament qui était censé me sauver. Ce traitement que mon mari avait systématiquement essayé de me dissuader de suivre.
Combien de séances aurais-je pu sauter si je l'avais écouté? Combien de temps aurais-je pu perdre? Depuis combien de temps? Ai-je demandé, ma voix à peine audible au-dessus du son de mon propre cœur battant dans mes oreilles. J'ai commencé à les remarquer il y a quelques mois. Les contacts, les regards, la façon dont ils disparaissent en même temps, mais je pense que ça dure depuis plus longtemps que ça. Linda a tendu la main et a serré la mienne. Après avoir réalisé ce qui se passait, je me suis assuré que Jessica soit transférée à un autre étage. Elle ne travaillera plus dans cette unité. Elle ne sera plus près de vous. Une maigre consolation. Au moins, je n'aurai pas à voir son visage. Je n'aurai pas à me demander laquelle des infirmières qui s'affairaient dans la pièce couchait avec mon mari, planifiant un avenir qui nécessitait ma mort. Elle travaille ici, ai-je demandé stupidement, comme si ça importait. Elle travaillait. Plus maintenant. La prise de Linda sur ma main s'est resserrée. Je vous dis ça parce que vous devez vous battre. Vous devez continuer à venir à ces séances. Continuez à faire tout ce que les médecins disent. Continuez à choisir la vie. Ne le laissez pas gagner. Ne le laissez pas vous prendre ça. Je l'ai regardé. Cette femme que je connaissais à peine, qui avait risqué sa propre tranquillité d'esprit et ses limites professionnelles pour me dire une vérité qui aurait pu rester enfouie. Elle aurait pu prendre sa retraite en silence. Aurait pu me laisser dans l'ignorance. Aurait pu décider que ce n'était pas son rôle d'interférer. Mais elle avait choisi différemment. Merci, ai-je chuchoté, et les mots semblaient inadéquats pour ce qu'elle avait fait. Merci de me l'avoir dit. Elle a hoché la tête, des larmes coulant toujours sur son visage. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Vous menez déjà la bataille la plus difficile qui soit. Et vous méritez tellement mieux que ça, mieux que lui. Après son départ, je suis restée assise dans ce fauteuil pendant les heures restantes de ma perfusion, fixant le vide, ressentant tout. Les autres patients pensaient probablement que je dormais, supposaient peut-être que le médicament m'avait assommé. Mais j'étais bien réveillé, mon esprit parcourant chaque instant des derniers mois, voyant mon mariage sous un nouveau jour. Les nuits tardives qu'il prétendait être du travail. Les week-ends à rendre visite à son frère qui ne semblait jamais être à la maison quand j'appelais. La façon dont il avait cessé de me toucher, sauf pour ses baisers obligatoires. La façon dont il m'avait regardé ces derniers temps, pas avec compassion ou amour, mais avec quelque chose qui aurait pu être de l'impatience. Attendant. Attendant simplement que le cancer fasse ce qu'il n'avait pas le courage de faire lui-même. Quand la séance s'est terminée et que l'infirmière a déconnecté ma perfusion, je suis restée assise quelques minutes de plus, pas encore prête à bouger. Mon téléphone était plein de messages de Kevin demandant comment ça s'était passé, quand j'aurais fini, si j'avais besoin qu'il vienne me chercher. Un mari si attentionné, un partenaire si dévoué. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Puis j'ai appelé un autre VTC et j'ai donné au chauffeur l'adresse de ma mère au lieu de la mienne. Je ne pouvais pas rentrer à la maison. Je ne pouvais pas encore lui faire face. Je ne pouvais pas le regarder sans crier, sans m'effondrer, ou les deux. Le chauffeur m'a aidé à atteindre la porte de ma mère. Elle a ouvert, a jeté un coup d'œil à mon visage, et m'a tiré à l'intérieur sans un mot, sans question, me tenant juste pendant que je me laissais enfin m'effondrer. Qu'est-ce qui s'est passé, a demandé ma mère une fois que j'étais assise sur son canapé, une couverture enroulée autour de mes épaules malgré l'après-midi chaud. Elle avait préparé du thé que je ne buvais pas, apporté des mouchoirs que j'utilisais trop rapidement. Je lui ai tout raconté. La révélation de Linda, l'adultère, les articles de Kevin sur les traitements alternatifs, la façon dont il essayait de me convaincre d'arrêter de me battre, le parking, les reçus de café, les factures d'hôtel que j'avais trouvées cachées dans le tiroir de son bureau il y a des semaines, mais que je m'étais convaincu ne signifiaient rien. Chaque petit morceau de preuve que j'avais collecté sans même m'en rendre compte. Chaque moment de doute que j'avais repoussé parce qu'accepter la vérité semblait impossible. Le visage de ma mère est passé du blanc au rouge de fureur. Ce fils de... Elle s'est arrêtée, respirant fort par le nez. Il a essayé de te tuer. Pas avec ses mains, mais avec ses mots, avec le doute, avec la peur. J'ai failli l'écouter, ai-je chuchoté. J'ai failli annuler la séance de la semaine dernière. J'étais si fatigué, si malade. Et il a rendu ça si raisonnable. Juste prendre une pause. Juste laisser mon corps récupérer. Juste essayer quelque chose de naturel à la place. Mais tu ne l'as pas fait. Elle a saisi mes mains,
les tenant fermement. Tu n'as pas écouté. Tu as continué à te battre. Et c'est ce que tu vas continuer à faire. Je ne sais pas si je peux lui faire face. Je ne sais pas si je peux retourner dans cette maison et faire comme si de rien n'était pendant que je trouve quoi faire. Alors ne le fais pas, elle s'est levée, faisant les 100 pas dans son petit salon avec des pas déterminés. Tu restes ici ce soir, demain, aussi longtemps que tu en as besoin. Il n'a plus son mot à dire. Tu es ma fille et tu es malade et il a été. Elle n'a même pas pu finir la phrase, ses mains tremblant de rage. J'ai sorti mon téléphone. Plusieurs appels manqués de Kevin déjà et un flot de textos demandant où j'étais, si j'allais bien, pourquoi je ne répondais pas, étais-je à la maison. Devait-il s'inquiéter? Chaque message soigneusement conçu pour paraître inquiet, attentionné, dévoué. J'ai retourné le téléphone face contre la table basse, incapable de regarder son nom plus longtemps. Je ne peux pas le voir en ce moment, ai-je dit. Je ne peux pas regarder son visage et faire semblant de ne pas savoir. Je ne peux pas le laisser me toucher. M'embrasser sur le front avec ses lèvres menteuses. Me demander comment je me sens alors qu'il attend que je meure. Alors ne le fais pas, ma mère s'est assise à côté de moi, reprenant ma main. Tu te concentres sur ta guérison, sur le fait de rester en vie, sur le fait de gagner ce combat. Laisse-moi m'occuper du reste. Cette nuit-là, Kevin s'est présenté chez ma mère. J'étais dans la chambre d'amis, mais je pouvais entendre sa voix à travers la porte, forte et agitée, exigeant de me voir. Ma mère l'a bloqué à la porte d'entrée, sa voix calme, mais ferme, inébranlable. Elle a besoin d'espace, a-t-elle dit. De l'espace? Elle a un cancer. Elle a besoin de son mari. Sa voix s'est brisée avec ce qui aurait pu être une émotion sincère ou un jeu d'acteur expert. Je ne pouvais plus faire la différence. Non, a dit froidement ma mère avec une certitude qui m'a fait l'aimer encore plus. Elle a besoin de se reposer. Elle a besoin de paix. Elle a besoin de se concentrer sur son traitement sans stress. Et tu dois partir maintenant. C'est de la folie. Qu'est-ce que tu lui as dit? Quel mensonge lui mets-tu dans la tête? Les seuls mensonges que Claire a entendus sont ceux que tu lui as racontés. Maintenant, dégage de mon porche avant que j'appelle la police. J'ai écouté depuis la chambre, mes mains pressées sur ma bouche pour ne faire aucun bruit. Une partie de moi voulait l'affronter, lui crier dessus, lui demander comment il avait pu faire ça. Mais une autre partie, celle qui apprenait à être stratégique, à être intelligente, à combattre non seulement le cancer mais aussi la trahison, savait que le silence était plus puissant pour le moment. Finalement, j'ai entendu ses pas s'éloigner, la portière de sa voiture claquer, le moteur démarrer et s'estomper au loin. Ma mère est entrée dans la chambre et m'a trouvé assise sur le bord du lit, des larmes coulant sur mon visage. Il est parti, a-t-elle dit doucement. Pour l'instant. Aussi longtemps que tu en auras besoin. Le matin, j'avais 17 nouveaux messages de Kevin. Des excuses, de la confusion, de l'inquiétude, des accusations, de la culpabilité, et de retour à l'inquiétude. Tout un cycle de manipulation sous forme de texte. Je les ai tous supprimés sans lire au-delà des premiers mots. Pendant la semaine suivante, je suis resté chez ma mère. Je suis allé à mes traitements seul, en prenant des VTC, ou en laissant ma mère me conduire quand elle pouvait quitter le travail plus tôt. J'ai ignoré les appels de Kevin, ses textos, ses emails de plus en plus désespérés qui allaient de l'inquiétude à la colère en passant par la supplication. Mais quelque chose avait changé en moi. Le choc s'était dissipé, laissant place à quelque chose de plus dur, de plus aiguisé. La colère, la détermination, une rage si pure qu'elle ressemblait à du carburant dans mes veines, plus forte que n'importe quel médicament. Il avait voulu que j'abandonne, que j'arrête de me battre, que je disparaisse tranquillement pour qu'il puisse commencer sa nouvelle vie avec sa jeune petite amie infirmière. Il avait été patient, stratégique, sapant mon traitement avec une inquiétude et des soins déguisés en amour. Chaque cellule de mon corps criait vengeance contre ce plan. Et la meilleure vengeance que je pouvais imaginer, la plus douce, la plus parfaite des vengeances, était simplement de refuser de mourir. Vivre alors qu'il avait besoin de ma mort, survivre alors qu'il comptait sur mon échec, vaincre le cancer qu'il espérait voir résoudre ses problèmes. J'ai commencé à manger plus, même quand la nausée rendait cela difficile. J'ai commencé à marcher tous les jours, même juste autour du pâté de maison de ma mère, reconstruisant la force de mon corps affaibli. J'ai commencé à tout rechercher sur mon traitement,
à poser des questions détaillées à mon oncologue, en m'assurant de comprendre exactement ce que je devais faire pour maximiser mes chances. Et tard le soir, quand ma mère pensait que je dormais, j'ai commencé à planifier la suite. Parce que survivre ne suffisait plus. Je devais m'assurer que tout le monde sache exactement quel genre d'homme était Kevin. Je devais m'assurer qu'il perde tout pendant que je récupérais tout. Mon oncologue a immédiatement remarqué le changement lors de mon rendez-vous suivant. Le docteur Patel me traitait depuis des mois maintenant, m'avait vu à mon plus faible, à mon plus désespéré. Mais quand elle est entrée dans la salle d'examen ce jour-là, elle s'est arrêtée et m'a juste regardé un instant. « Votre attitude est différente », a-t-elle dit, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Quelque chose a changé. J'ai beaucoup de raisons de vivre, ai-je dit, et j'en pensais chaque mot. C'est ce que j'aime entendre. Elle s'est assise et a affiché mes derniers scanners sur son ordinateur. Parce que j'ai de bonnes nouvelles. Les tumeurs répondent au traitement. Nous constatons une réduction significative de leur taille. Vos analyses de sang s'améliorent. Vous vous battez, Claire, et ça marche. J'ai senti des larmes me piquer les yeux, mais c'était des larmes différentes de celles que j'avais pleurées ces derniers temps. C'était des larmes de soulagement, de justification, d'espoir. Alors, je continue. Même protocole, même calendrier. Vous continuez à faire exactement ce que vous faites. Elle s'est tournée sur sa chaise pour me faire face directement. Quoi qu'il ait changé dans votre vie récemment, quoi que ce soit qui vous ait donné ce feu, accrochez-vous. Le corps et l'esprit sont connectés. Votre détermination vous aide à guérir. Je me suis jeté dans le traitement avec une nouvelle férocité après ce rendez-vous. Je me suis présenté tôt à chaque séance, préparé avec des questions, prenant des notes sur tout. J'ai suivi chaque instruction précisément, j'ai suivi chaque symptôme, j'ai signalé chaque changement. J'ai mangé même quand je n'avais pas d'appétit, je me suis forcé à boire des shakes protéinés et des aliments sains qui avaient le goût du carton. J'ai dormi quand mon corps avait besoin de repos, je me suis forcé à bouger quand j'avais de l'énergie, j'ai pris toutes les vitamines et tous les suppléments que les médecins avaient approuvés. Kevin a continué d'essayer de me joindre. Il s'est présenté au centre de perfusion un après-midi, mais je l'avais déjà mis sur une liste restreinte. La réceptionniste a appelé la sécurité avant même qu'il ne dépasse la salle d'attente. Je l'ai entendu se disputer avec les gardes. C'est ma femme là-dedans. J'ai tout à fait le droit de la voir. Mais le garde de sécurité était ferme. Elle a demandé à ne pas être dérangée. Elle a tout à fait le droit de refuser les visiteurs. Vous devez partir maintenant, monsieur. J'ai fait semblant de dormir dans mon fauteuil, écoutant sa voix s'estomper alors qu'il l'escortait dehors. Les autres patients m'ont regardé avec curiosité, mais les infirmières ont continué comme si de rien n'était. Elles avaient tout vu. Des familles qui s'effondraient sous la pression de la maladie. Des relations qui s'écroulaient quand les choses devenaient difficiles. Après cet incident, les messages de Kevin sont devenus plus frénétiques, plus désespérés. Où est-ce que je logeais? Pourquoi ne voulais-je pas lui parler? Qu'avait-il fait de mal? Est-ce que j'allais bien? Il était mort d'inquiétude. Les gens posaient des questions. Que devait-il leur dire? Je n'ai jamais répondu. Le silence était mon arme maintenant, et je la maniais avec précision. Ma mère m'a aidé à changer les serrures de notre maison. Nous avons choisi un jour où Kevin serait certainement au travail. J'avais toujours accès à son calendrier, je connaissais toujours son emploi du temps. Nous y sommes allés ensemble avec un serrurier, et pendant qu'il changeait toutes les serrures, ma mère et moi avons fait des valises de vêtements, rassemblé des documents importants, collecté tout ce dont je pourrais avoir besoin. Prenez votre temps, a dit gentiment le serrurier en me voyant m'asseoir pour me reposer. J'ai tout l'après-midi. J'ai fait mes bagages méthodiquement, en prenant des photos de tout. L'état de notre chambre, de nos placards, de nos espaces communs. Puis je suis allé au bureau de Kevin et j'ai commencé à fouiller son bureau. Ma mère montait la garde près de la porte, surveillant l'allée. J'ai trouvé les reçus d'hôtel dans le tiroir du bas, glissés sous de vieux dossiers. Des dizaines d'entre eux remontant à des mois, tous du même endroit, un hôtel de milieu de gamme près de l'hôpital. Les dates correspondaient à mon calendrier de traitement. Chaque fois que j'avais eu une séance, chaque fois qu'il prétendait être dans la salle d'attente, il s'enregistrait en fait dans une chambre d'hôtel. Prends-les tous, a dit ma mère en photographiant chaque reçu avec son téléphone. Tu en auras besoin comme preuve pour le divorce.
J'ai aussi trouvé les emails sur son ordinateur portable. Il l'avait laissé dans son bureau, n'imaginant probablement jamais que je le fouillerais. Pas de mot de passe sur l'écran d'accueil. Pourquoi y en aurait-il eu? Il m'avait fait confiance et je lui avais fait confiance. Cette confiance était morte maintenant. Les emails à Jessica remontaient encore plus loin que je ne l'avais imaginé. Parlant de leur avenir ensemble, des endroits où ils voyageraient une fois que les choses seraient réglées. Parlant de moi comme si j'étais déjà morte, comme si j'étais juste un obstacle qui devait s'enlever de lui-même. Un email m'a rendu physiquement malade. Elle a l'air de pire en pire chaque semaine. Je ne pense pas que ce sera beaucoup plus long maintenant. Juste besoin d'être patient encore un peu. J'ai tout transféré à ma propre adresse email, puis j'ai vidé le dossier des éléments envoyés dans la corbeille. Il ne saurait jamais que je l'avais vu jusqu'à ce que je veuille qu'il le sache. Au moment où nous avons quitté cette maison, j'avais assez de preuves pour l'enterrer dans n'importe quel tribunal de divorce. Mais plus important encore, j'avais autre chose. Un but qui allait au-delà de la simple survie. Chaque séance de traitement ne consistait plus seulement à combattre le cancer. Il s'agissait de gagner. Il s'agissait de vivre assez longtemps pour voir son visage quand il réaliserait que je n'allais pas mourir. Quand il comprendrait que son attente patiente n'avait servi à rien. Mes cheveux étaient partis. Mon corps était faible, marqué d'échymose due aux aiguilles et aux perfusions. Mais ma détermination n'avait jamais été aussi forte. Et ma rage brûlait plus purement que n'importe quel médicament de chimiothérapie. L'appel du médecin est arrivé un mardi après-midi ordinaire, plusieurs semaines plus tard. J'étais chez ma mère en train de plier du linge que j'avais enfin eu l'énergie de laver quand mon téléphone a sonné. Le nom du docteur Patel s'est affiché à l'écran et mon cœur a bondi dans ma gorge. Les médecins n'appelaient généralement pas personnellement à moins que Claire. Sa voix était chaleureuse, excitée même. J'ai les résultats de votre dernier scanner et je voulais vous appeler moi-même. Je me suis assise lourdement sur le canapé, le linge oublié. Et les tumeurs rétrécissent de manière significative. Le traitement fonctionne mieux que nous l'espérions. Elle a fait une pause et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Vous répondez magnifiquement, Claire. Si cela continue à ce rythme, nous envisageons une rémission. Une rémission réelle et mesurable. Rémission. Le mot semblait étranger dans ma bouche. Trop grand. Trop plein d'espoir. C'est encore tôt et nous devons terminer le protocole complet. Mais oui, le cancer répond. Votre corps se bat avec acharnement et il est en train de gagner. Quoi que vous fassiez, quoi qu'il ait changé, continuez. Après avoir raccroché, je suis resté assise sur le canapé pendant un long moment, juste à respirer. Puis j'ai pleuré. Pas des larmes délicates, mais d'énormes sanglots haletants qui venaient de quelque part au fond de moi. J'ai pleuré pour la peur que j'avais portée. Pour la trahison qui m'avait presque brisé, pour la version de moi-même qui s'était assise dans ce fauteuil de traitement, pensant qu'elle ne survivrait peut-être pas. Mais surtout, j'ai pleuré de soulagement et de satisfaction féroce. J'allais vivre. Kevin avait voulu que je meure, m'avait encouragé à arrêter le traitement, avait attendu patiemment que le cancer fasse ce qu'il n'avait pas le courage de faire lui-même, et je les avais battus tous les deux, la maladie dans mon corps et le poison dans mon mariage. Ma mère est rentrée du travail pour me trouver toujours sur le canapé, entouré de mouchoirs, mon visage bouffi et enflé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé, l'alarme dans la voix. « Rémission », ai-je dit, et j'ai recommencé à pleurer. Le docteur Patel dit que je suis en voie de rémission. Elle a laissé tomber son sac à main et m'a saisi, me tenant pendant que nous pleurions, rions et pleurions encore. Ce soir-là, en parcourant sans but les réseaux sociaux sur l'ordinateur portable de ma mère, je l'ai vu. Kevin avait posté quelque chose sur moi. Sur nous. C'était une photo d'avant que je ne tombe malade. Nous souriant tous les deux dans un restaurant. Nous semblant tous les deux heureux et amoureux. La légende m'a retourné l'estomac. Ma femme guerrière est en train de vaincre le cancer. Tellement fière de sa force et de son courage tout au long de ce difficile parcours. Chaque jour avec elle est une bénédiction. Les commentaires étaient remplis d'émojis en forme de cœur et de messages de soutien. Des amis et des collègues qui ne connaissaient pas la vérité, qui ne voyaient que l'image qu'ils voulaient qu'ils voient, le mari dévoué aux côtés de sa femme malade. Quel beau couple. Elle a tellement de chance de vous avoir. Votre amour est inspirant. Prière pour vous deux. Ma mère a lu par-dessus mon épaule. Quelle performance.
Il devrait recevoir un prix. J'ai fixé ce message pendant un long moment, regardant les j'aime s'accumuler, lisant les commentaires de personnes qui pensaient connaître mon histoire. Kevin était déjà en train de réécrire l'histoire, se positionnant déjà comme le héros de ma survie. Quand je serais complètement rétabli, il s'en attribuerait le mérite. Il serait le mari attentionné qui m'avait soutenu, qui m'avait aidé à traverser la période la plus sombre. Et personne ne saurait jamais qu'il avait attendu que je meure. Mais j'avais les emails. J'avais les reçus d'hôtel. J'avais la preuve de sa liaison et de ses tentatives de saper mon traitement. J'avais la preuve de tout. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un email à l'avocate spécialisée en divorce que ma mère m'avait aidé à trouver. Il était temps de mettre fin à ce mariage et de m'assurer que tout le monde finirait par savoir exactement quel genre d'homme était vraiment Kevin. Non pas par des publications sur les réseaux sociaux ou des accusations publiques, mais par la documentation froide et claire d'une demande de divorce qui ferait partie du domaine public. L'avocate m'a appelé le lendemain matin. Elle s'appelait Patricia Chen, et elle avait traité des dizaines de cas de divorce impliquant l'infidélité et la mauvaise conduite financière. J'ai examiné tout ce que vous m'avez envoyé, a-t-elle dit, sa voix nette et professionnelle. Vous avez un dossier exceptionnellement solide. Les preuves sont claires, documentées et accablantes. Nous pouvons avancer dès que vous serez prête. Je suis prête, ai-je dit. Je veux qu'ils reçoivent les papiers le plus tôt possible. Je les ferai préparer et déposer cette semaine. Compte tenu de votre situation médicale et de sa liaison documentée, ainsi que des preuves qu'il tentait de décourager votre traitement médical vital, je suis convaincu que nous pouvons obtenir des conditions très favorables. Il sera tenu de couvrir toutes vos dépenses médicales et nous demanderons une part substantielle des biens matrimoniaux. Après avoir raccroché, je me suis assise dans la cuisine de ma mère à boire du café et à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Le pouvoir, le contrôle, le sentiment que je ne survivais pas seulement, mais que je façonnais activement mon propre avenir. Kevin n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Il pensait que je me cachais, que je m'effondrais, que j'étais trop faible et malade pour faire autre chose que lutter chaque jour. Il pensait qu'il avait encore le temps de jouer au mari dévoué en attendant que le cancer résolve ses problèmes. Il se trompait sur toute la ligne. Les papiers du divorce ont atteint Kevin un vendredi matin, livrés par un huissier à son bureau où ses collègues pouvaient le voir. J'avais programmé cela délibérément. Je voulais qu'il ait tout le week-end pour réfléchir à ce qu'il avait perdu. Je voulais que ses collègues commencent à poser des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Mon avocate avait fait un excellent travail. Les documents exposaient tout dans un langage froid et clinique. La liaison avec Jessica documentée avec des dates et des reçus d'hôtel. Les tentatives de décourager le traitement médical prouvées par les échanges de mai où il avait exprimé l'espoir que j'arrête la chimiothérapie. L'abandon des devoirs conjugaux pendant une crise médicale, l'infidélité financière, chaque pièce soigneusement citée, chaque affirmation étayée par des preuves. Nous ne demandions pas une pension alimentaire et une division équitable. Nous exigions une compensation substantielle pour le préjudice moral, la couverture complète de toutes les dépenses médicales passées et futures, et une majorité de nos biens matrimoniaux en raison de sa mauvaise conduite. Kevin a appelé immédiatement après avoir été signifié. J'ai regardé mon téléphone s'allumer avec son nom, les laisser sonner jusqu'à ce qu'il passe à la messagerie vocale. Il a rappelé encore et encore et encore jusqu'à ce que mon téléphone vibre constamment dans ma main comme quelque chose de vivant et de furieux. Finalement, j'ai complètement bloqué son numéro. Son avocat a contacté Patricia en quelques heures, essayant de négocier, essayant de prétendre à un malentendu et suggérant une médiation. La réponse de Patricia a été simple et dévastatrice, acceptez nos conditions ou préparez-vous à ce que tout devienne public dans un procès où nous présenterions chaque email, chaque reçu, chaque preuve de sa liaison et de sa cruauté calculée. Kevin a accepté les conditions en une semaine. Son avocat lui a probablement expliqué que se battre ne ferait qu'empirer les choses, qu'un procès détruirait ce qui restait de sa réputation. Mieux valait payer et régler tranquillement que de voir tous ces sales secrets étalés dans une salle d'audience. Le divorce a été finalisé alors que j'étais encore en traitement, luttant toujours pour une rémission complète. Au moment où j'ai reçu les papiers officiels me déclarant légalement célibataire, mes scanners ne montraient aucune trace de maladie. Le cancer qui était censé me tuer, que Kevin avait espéré voir résoudre ses problèmes, avait simplement cessé de croître et avait commencé à rétrécir jusqu'à disparaître complètement. J'ai emménagé dans un petit appartement en centre-ville, quelque chose de lumineux et de moderne avec de grandes fenêtres et des planchers de bois francs,
quelque chose qui était entièrement à moi, sans souvenir de Kevin, de maladie ou de trahison. Ma mère m'a aidé à décorer, et nous avons passé des week-ends à peindre des murs d'accent et à accrocher des rideaux, à acheter des meubles qui reflétaient qui je devenais plutôt que qui j'avais été. J'ai appris par des amis communs que Kevin et Jessica avaient rompu peu après la finalisation du divorce. Apparemment, elle voulait le fantasme de s'enfuir avec un mari dévoué qui avait soutenu sa femme mourante. Tragique, mais romantique. Elle n'avait pas signé pour un divorce amer, des pénalités financières, et un homme dont la réputation était tranquillement détruite parmi tous ceux qui connaissaient la vérité. Elle avait été transférée dans un autre hôpital et avait bloqué son numéro. Linda m'a envoyé une carte quand elle a appris le divorce. À l'intérieur, de sa belle écriture, elle avait écrit « Tu l'as fait. Tu as survécu. Et tu as gagné. Je suis si fière de toi et je suis reconnaissante d'avoir été assez courageuse pour te dire la vérité. Tu mérites de savoir et tu mérites de te battre. Je te souhaite tout le bonheur dans ta nouvelle vie. » J'ai mis la carte sur mon réfrigérateur où je pouvais la voir tous les jours. Un rappel que parfois des étrangers montrent plus de courage et de compassion que les personnes qui prétendent vous aimer. Au fur et à mesure que ma santé s'améliorait et que je reprenais des forces, j'ai commencé à faire du bénévolat au centre de soutien contre le cancer où j'avais reçu mon traitement. Je parlais aux patients nouvellement diagnostiqués de la réalité de la chimiothérapie, de la gestion des effets secondaires, de la nécessité de garder espoir même lorsque tout semblait impossible. J'ai partagé mon histoire, pas toute, pas les pires parties, mais assez pour que les gens comprennent que j'avais mené des batailles sur plusieurs fronts et que je les avais toutes survécues. J'ai rencontré d'autres personnes qui avaient été trahies pendant leur maladie, qui comprenaient la douleur unique de combattre la maladie pendant que votre propre partenaire espère que vous perdiez. Nous avons formé un groupe de soutien informel, nous rencontrant pour un café et partageant nos histoires, riant de la force que nous avions acquise et de la façon dont nous devrions remercier nos ex-conjoints de nous avoir appris à quel point nous étions résilientes. Et j'ai rencontré quelqu'un d'autre aussi. Il s'appelait Tom, et il avait perdu sa femme d'un cancer du sein quelque temps auparavant. Il faisait du bénévolat des jours différents des miens, mais nous nous croisions sans cesse dans les couloirs, avons commencé à prendre un café après les séances de bénévolat, avons commencé à partager des histoires de survie et de perte, et à apprendre à revivre après que tout se soit effondré. Il ne me voyait pas comme malade, ne me traitait pas comme si j'étais fragile ou brisé. Il voyait quelqu'un qui avait mené une guerre sur 2 fronts et avait remporté les 2 batailles, et il respectait cette force. Notre relation s'est construite lentement, avec précaution, tous deux prenant notre temps après avoir été si durement blessés auparavant. Lors de mon dernier rendez-vous de contrôle, exactement 1 an après que Linda m'ait dit la vérité qui m'a sauvé la vie, le docteur Patel m'a donné la nouvelle que j'attendais. Rémission complète. 5 ans de scanner clair et je serais considéré comme guéri. Mais pour l'instant, le cancer avait disparu et mon pronostic était excellent. Vous êtes l'une de mes réussites, a dit le docteur Patel en me serrant la main. Pas seulement parce que vous avez vaincu le cancer, mais parce que vous vous êtes battu pour vous-même alors que vous aviez toutes les raisons d'abandonner. Cela demande un autre type de force. Je suis sorti de cet hôpital sous un soleil éclatant. Mon téléphone déjà sorti pour appeler ma mère, pour appeler Tom, pour partager la nouvelle avec tous ceux qui m'avaient soutenu pendant la période la plus sombre de ma vie. Kevin ne figurait pas sur cette liste. Il ne figurait plus jamais sur cette liste. J'avais appris par ouï-dire qu'il avait déménagé dans une autre ville, recommencé sa vie quelque part où les gens ne connaissaient pas son histoire. Je me fichais de savoir où il allait ou ce qu'il faisait. Il était sans importance pour ma vie maintenant. Juste un chapitre que j'avais fermé et dépassé. Parce que parfois, la plus douce des vengeances ne consiste pas à détruire quelqu'un d'autre. Elle consiste à se reconstruire pièce par pièce et à vivre si bien qu'ils ne peuvent s'empêcher de voir ce qu'ils ont perdu. Elle consiste à choisir la vie quand quelqu'un espérait que vous choisissiez la mort. Elle consiste à se battre non seulement pour survivre, mais pour prospérer. J'étais vivante. J'étais en bonne santé. J'étais libre. Mes cheveux repoussaient, doux et bouclés d'une manière qu'ils n'avaient jamais été auparavant. Mon corps était à nouveau le mien, fort et capable et plus en guerre avec lui-même. J'avais un appartement que j'aimais, un travail qui comptait, des amis qui avaient prouvé leur loyauté, et peut-être, juste peut-être, le début d'un amour construit sur l'honnêteté au lieu des mensonges. C'était tout. C'était plus que tout. C'était la victoire. Maintenant, je veux vous entendre. Qu'auriez-vous fait à la place de Claire? Laissez votre commentaire, aimez cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner.
Et si vous voulez une autre histoire puissante, cliquez sur la vidéo qui apparaît à votre écran.